Pour notre 25e anniversaire, mon frère jumeau a eu droit à un toast, un discours, et une salle remplie de larmes. Quand est venu mon tour, papa a simplement dit « Et joyeux anniversaire à toi aussi ». Tout le monde s'est remis à manger. Je suis resté assis là, pendant 10 minutes de plus. Ensuite, je me suis levé en silence, et je suis rentré chez moi, seul. Je m'appelle Dustin. J'ai 25 ans, et je veux vous raconter la nuit où j'ai réalisé que j'avais été, toute ma vie, un personnage secondaire au sein de ma propre famille. Pas d'une manière métaphorique ou poétique. Je veux dire, littéralement. Mon père m'a regardé dans les yeux lors de ma propre fête d'anniversaire, a prononcé sept mots, puis s'est replongé dans son steak, comme si j'étais une page de pub dont il attendait la fin. Mais, j'anticipe un peu. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai un frère jumeau qui s'appelle Connor. Nous sommes de faux jumeaux, pas des identiques. Je pense que c'est important de le préciser, car les gens s'attendaient toujours à ce que nous soyons différents, et nous l'étions. Connor était le garçon bruyant, l'athlète. Celui qui entrait dans une pièce, et faisait immédiatement rire 4 personnes avec l'une de ses blagues. Au lycée, il jouait dans l'équipe de football américain, a été élu 2 fois roi de la promo, et avait ce genre de mâchoire qui poussait les vieilles dames, à l'église, à dire à ma mère, elle doit être si fière. Et elle l'était, ils l'étaient tous les deux. Moi, j'étais le garçon discret. J'aimais lire. J'adorais fabriquer des choses de mes propres mains. J'ai passé la majeure partie de mes années de lycée dans l'atelier de menuiserie, ou dans ma chambre, à dessiner des croquis de meubles. Je n'étais ni asocial, ni bizarre, ou quoi que ce soit de ce genre. J'avais des amis. J'allais à des soirées. J'ai eu une petite amie pendant un moment, en classe de première. C'est juste que je n'étais pas Connor. Et, dans ma famille, c'était apparemment rédhibitoire. Nous avons grandi dans une banlieue, près de Knoxville, dans le Tennessee. Notre père, Greg, travaillait dans l'immobilier d'entreprise. Notre mère, Heather, était hygiéniste dentaire. Nous avions une belle maison, un trampoline dans le jardin, et un golden retriever nommé Biscuit, qui était objectivement le meilleur membre de la famille. Biscuit aimait tout le monde, et ce de manière égale. Biscuit était bien le seul. Je dois préciser que Connor et moi nous entendions bien, en grandissant. Nous n'étions pas ces jumeaux avec un lien télépathique, ni de ceux qui finissent les phrases de l'autre. Mais, nous avons partagé une chambre jusqu'à nos 12 ans, joué aux mêmes jeux vidéo, et débattu pour savoir à qui le tour de sortir Biscuit sous la pluie. Des trucs normaux entre frères. Il n'était pas méchant avec moi. Il n'était même pas conscient de ce qui se passait. Il se contentait d'être lui-même, et d'en être récompensé, tandis que j'étais moi-même, et que l'on m'ignorait. Il y a une différence entre un tyran, et une personne qui profite d'un système qu'elle n'a pas créé. Connor appartenait à la deuxième catégorie, du moins à l'époque. Le favoritisme n'était pas toujours évident quand nous étions enfants. C'était subtil. C'était la façon dont mon père filmait absolument tous les matchs de foot de Connor, mais oubliait de venir à mon exposition de menuiserie à l'école. C'était la manière dont ma mère nous présentait, lors des réunions de famille. Elle passait son bras autour de Connor et disait quelque chose comme « Voici Connor, notre petite superstar. Il vient d'être nominé comme meilleur joueur. » Puis, elle me désignait vaguement d'un signe de tête, et ajoutait « Et voici Dustin. » Point final. Fin de la phrase. Aucun éloge, aucun contexte, juste mon prénom, et la compréhension implicite que j'étais l'autre. Je me disais que ça ne me dérangeait pas. Pendant des années, je me suis convaincu de cela. Je m'étais forgé tout un récit intérieur, où j'étais le plus mature, celui qui n'avait pas besoin de validation, celui qui était au-dessus de tout ça, et qui ne comptait pas les points. Alerte spoiler, je comptais absolument les points. C'est juste que je n'avais personne, à qui montrer le tableau des scores. Quand nous avons obtenu notre diplôme de fin d'études, Connor a reçu une bourse sportive partielle, pour l'Université du Tennessee. C'était un grand événement. Une immense fête de famille a été organisée. Mes grands-parents ont fait la route depuis la Géorgie. Mon père a pleuré. De vraies larmes. Je parle du genre de pleurs que l'on voit dans les films, quand un soldat rentre à la maison, et tout ça pour une bourse qui couvrait environ 40% des frais de scolarité. Pendant ce temps, j'ai été accepté dans une formation professionnelle d'ébénisterie et de création de meubles, à Asheville, en Caroline du Nord. Un excellent programme, pour être honnête.
Une sélection rigoureuse, des petites promotions, et un apprentissage pratique, aux côtés d'artisans en activité. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ma mère m'a dit « Oh, c'est bien chéri. Tu vas quand même passer un vrai diplôme, en plus ?» Mon père, lui, m'a demandé combien cela allait coûter, avant de changer de sujet pour parler du week-end d'intégration de Connor. C'était le schéma pour absolument tout. Connor fait quelque chose, la famille célèbre. Dustin fait quelque chose, la famille hausse les épaules. Connor a obtenu son diplôme universitaire. Grosse fête. J'ai terminé ma formation, et j'ai commencé à recevoir des commandes pour des meubles sur mesure. Et là, ma mère m'a demandé si j'avais pensé à reprendre des études, pour trouver une situation plus stable. Connor s'est fiancé avec sa petite amie, Paige. Un dîner de fiançailles grandiose a été organisé, dans un beau restaurant du centre-ville. De mon côté, j'ai commencé à fréquenter une femme prénommée Léa, rencontrée lors d'un salon de l'artisanat à Asheville. Mes parents ne l'ont rencontrée que près d'un an plus tard, tout simplement parce qu'ils ne posaient jamais de questions sur ma vie. Léa l'a remarqué, avant même que je sois prêt à en parler. Elle venait au dîner de famille avec moi, et s'asseyait là, à regarder mes parents graviter autour de Connor comme s'il était le soleil. Elle observait mon père interroger Connor sur son travail, sur sa ligue de fantasy football, sur ses projets pour le week-end, et sur son avis concernant les choix de repêchage des Titans. Puis, elle constatait qu'il ne se tournait jamais vers moi, pour me poser la moindre question. Un jour, après Thanksgiving, Léa m'a regardé dans la voiture sur le chemin du retour, et m'a dit « Dustin, est-ce que ta famille sait au moins que tu existes ?» J'ai balayé ça d'un rire, mais cette phrase est restée coincée dans ma poitrine, lourde comme une brique. À l'approche de notre 25e anniversaire, je m'étais construit une vie plutôt solide. J'avais une petite entreprise de meubles, qui était en pleine croissance. Je fabriquais des tables à manger sur mesure, des bibliothèques, des cadres de lit. Des pièces, pour lesquelles les gens étaient prêts à payer un vrai prix. J'avais même fait l'objet d'un article dans un magazine de design local, à Asheville. Léa et moi étions ensemble depuis 2 ans, et nous venions d'emménager dans une maison, que nous louions avec option d'achat. J'étais heureux. D'un bonheur discret, mais obstiné. Comme quelqu'un qui a appris à s'épanouir dans n'importe quelle terre où on l'a planté, même si personne ne vient jamais l'arroser. Nos parents ont insisté pour organiser un dîner d'anniversaire commun. 25 ans, c'était une étape importante, disait-il. Un quart de siècle. Ils ont réservé une salle privée dans un restaurant de viande à Knoxville, et ont invité environ 30 personnes. La famille, des amis de la famille, les copains d'université de Connor, et les parents de Paige. C'était censé être pour nous deux. C'est ce que disait l'invitation. Venez célébrer le 25e anniversaire de Connor et Dustin. Les deux prénoms figuraient sur un pied d'égalité, du moins sur le papier. Léa et moi avons fait la route depuis Asheville, la veille au soir. Nous avons dormi à l'hôtel, car la chambre d'amis de mes parents avait été transformée en ce que ma mère appelait une « pièce au souvenir ». C'était, pour faire simple, un sanctuaire dédié à la carrière sportive de Connor. Des trophées, des maillots, des coupures de presse encadrées. Je n'exagère pas. Il y avait même une vitrine exposant son écharpe de roi de la promo. Léa a vu ça, et n'a même rien dit. Elle a juste serré ma main. Le soir du dîner, nous sommes arrivés pile à l'heure. La salle était superbe, je dois bien l'avouer. Des ballons, une grande banderole, un gâteau avec nos deux prénoms. Connor était déjà là avec Paige, serrant des mains, embrassant les gens, fidèle à lui-même. Je suis entré, j'ai serré ma mère dans mes bras, j'ai salué mon père. Ensuite, j'ai un peu erré sur les bords de la pièce pendant un moment, prenant des nouvelles de ma tante et de quelques cousins. Le repas a été servi vers 19h. Tout le monde s'est assis. La nourriture était incroyable. Et puis, mon père s'est levé pour porter un toast. Il a fait teinter son verre. La salle est devenue silencieuse. Je me suis dit, d'accord, on y est. 25 ans pour nous deux. Ça devrait être bien. Ce qui s'est passé ensuite, est une chose que je n'oublierai jamais, pour le restant de mes jours. Honnêtement, en y repensant, je suis content que ce soit arrivé. Car ce fut le moment qui m'a enfin réveillé. Les premières semaines, après ce dîner d'anniversaire, ont été étranges. Pas de drame, pas d'explosion, juste du silence. J'ai arrêté d'appeler mes parents.
J'ai arrêté de leur envoyer des messages en premier. J'ai arrêté d'être celui qui maintenait le lien en vie. Et vous voulez savoir une chose, qui serait drôle si elle n'était pas si pathétique. Il leur a fallu presque 3 semaines pour s'en rendre compte. 3 semaines. 21 jours se sont écoulés, avant que ma mère ne m'envoie finalement un SMS pour me dire « Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Tout va bien ?» Pas un appel téléphonique. Juste un texto, et même pas un message inquiet. Plutôt le genre de mots que vous envoyez, quand vous réalisez que vous avez oublié d'arroser une plante d'intérieur, et que vous vérifiez si elle est encore en vie. J'ai répondu par « Oui », juste très occupé par le travail. Elle m'a renvoyé l'emoji du pouce en l'air. C'est à ça que s'est résumée toute notre conversation. Pendant ce temps, Léa n'arrêtait pas de me pousser, avec douceur mais insistance. Elle est le genre de personne qui ne vous dit pas quoi faire, mais qui vous pose des questions. Des questions qui vous font réaliser ce que vous auriez dû faire depuis le début. Elle m'a demandé si j'avais déjà pensé à parler à un professionnel, des problèmes liés à ma famille. J'ai répondu que je n'avais pas besoin de thérapie. Elle a rétorqué, tout le monde a besoin de thérapie. Mais toi, tu en as un besoin spécifique. Elle n'avait pas tort. J'ai commencé à consulter un thérapeute, le docteur Reeves, au début du mois de mars. Un homme d'un certain âge, avec une voix calme, et le genre de visage qui vous donne l'impression que rien de ce que vous direz ne va le surprendre. Lors de la première séance, je lui ai raconté l'histoire de l'anniversaire. Il a hoché la tête lentement, et m'a demandé « Depuis combien de temps jouez-vous la comédie de « Tout va bien » pour satisfaire les autres ?» Je l'ai fixé pendant environ 15 secondes, puis j'ai éclaté de rire. C'était la description la plus précise de ma vie, que quiconque m'ait jamais faite. La thérapie m'a brisé la carapace, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais si obsédé, à l'idée d'être la personne mature. Celui qui n'a besoin de rien, celui pour qui tout va bien. C'était parce que, quelque part en cours de route, j'avais intériorisé le message que mes parents m'envoyaient. S'ils pensaient que je ne méritais pas d'être célébré, alors, c'était le fait de vouloir l'être qui posait problème. S'ils ne me remarquaient pas, alors, avoir besoin d'être remarqué devait être une faiblesse. J'avais transformé leur négligence en un trait de mon identité, et j'appelais cela de la maturité. Le docteur Reeves m'a aidé à voir que, prendre mes distances avec mes parents, ne consistait pas à les punir. Il s'agissait de me protéger. Il m'a dit, vous pouvez aimer les gens à distance. Vous pouvez leur souhaiter du bien, sans pour autant leur tendre des ciseaux, en leur montrant les fils qui vous retiennent. J'ai noté cette phrase. Tandis que ce travail émotionnel se faisait en toile de fond, il se passait autre chose avec mon entreprise. Et c'est la partie de l'histoire où les choses commencent à changer. Juste au moment du désastre de l'anniversaire, j'avais été contacté par une femme nommée Claire. Elle travaillait comme architecte d'intérieur, sur des projets résidentiels haut de gamme dans la région de Charlotte. Elle avait vu mon travail dans ce magazine de design local, et voulait me commander une salle à manger complète pour un client. Une table, 8 chaises, et un buffet assorti. Du sur-mesure, entièrement en bois massif, et fait à la main. C'était le plus gros projet individuel, qu'on ne m'ait jamais proposé. Le budget était de 18 000 $. J'ai failli refuser. Le syndrome de l'imposteur est une réalité, et le mien hurlait à plein poumon. Mais, Léa est restée debout derrière moi, pendant que je tapais l'email d'acceptation, et elle s'est assurée que je ne me dégonfle pas. J'ai passé 3 mois sur cette salle à manger. Je parle de journées de 14 heures dans mon atelier, à sélectionner à la main chaque morceau de bois, et à assembler des queues d'arondes que personne ne verrait jamais, simplement parce que je voulais qu'elles soient parfaites. Quand j'ai livré les meubles terminés, la cliente de Claire a carrément eu les larmes aux yeux. Elle a dit que c'étaient les plus beaux meubles qu'elle ait vus de toute sa vie. Claire a pris des photos, les a postées sur son portfolio, et m'a identifié. Ce fut le premier domino d'une longue réaction en chaîne. En l'espace de 2 mois, je me suis retrouvé avec une liste d'attente. Claire m'a recommandé à 3 autres designers. Un hôtel de charme à Asheville m'a commandé des têtes de lit et des tables de chevet sur mesure, pour 12 chambres. Le propriétaire d'un restaurant voulait un comptoir de bar, en bois brut, de plus de 6 mètres de long. J'ai dû embaucher mon premier employé. Un gars du nom de Bryce, avec qui j'avais suivi ma formation, et qui travaillait chez un ébéniste. Ensuite, j'en ai embauché une deuxième. Une jeune femme prénommée Jade, qui venait de terminer son apprentissage,
et qui était effroyablement doué pour l'assemblage. À l'été, j'ai officiellement créé ma société, Dustin Cole Woodworks. J'avais un vrai local commercial, et plus seulement un garage. J'avais des cartes de visite, et un site web conçu par Léa, car elle est redoutablement compétente dans tout ce qu'elle entreprend. Je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais gagné de toute ma vie. Mais surtout, je construisais quelque chose qui comptait pour moi. Quelque chose qui portait mon nom, et que personne ne pourrait balayer d'un revers de main, en disant que ce n'était qu'un hobby, une phase passagère, ou un plan B. Et Léa et moi nous sommes également fiancés cet été-là. J'ai fait ma demande sur le porche de notre maison de location, un mercredi soir de juillet. C'était l'anniversaire de notre premier rendez-vous, et je lui avais fabriqué une boîte à bagues de fiançailles en noyer. Dessus, j'y avais incrusté le motif des montagnes, que l'on pouvait apercevoir depuis notre porche. Elle a dit oui, avant même que je n'ai terminé ma question. Elle s'est exclamée, « Oh mon Dieu, oui, évidemment. Espèce d'idiot, va. » Oui, je crois que c'est le moment le plus heureux de mon existence. Je n'ai pas parlé de mes fiançailles à mes parents, pendant 2 semaines. Pas par méchanceté. Mais simplement parce que l'idée de les appeler, ne m'a même pas traversé l'esprit. C'est dire à quel point je m'étais éloigné. Quand je l'ai enfin mentionné, lors d'un bref appel téléphonique avec ma mère, sa première réaction a été « Oh, c'est merveilleux. Tu sais, Connor et Paige pensent avoir des enfants bientôt. » J'ai failli éclater de rire. Je venais de lui annoncer que j'allais me marier, et elle avait enchaîné sur les projets de reproduction de Connor, dans la même inspiration. Les fêtes de fin d'année, cette année-là, ont été intéressantes. Pour la première fois, Léa et moi ne sommes pas allés à Knoxville pour Thanksgiving. Nous sommes restés à Asheville, et avons organisé notre propre dîner entre amis. Bryce est venu, Jade a amené son petit ami, et la sœur de Léa a pris l'avion depuis Portland. Nous avons préparé beaucoup trop à manger, joué à des jeux de société, et ri à m'en faire mal au ventre. Ce fut le meilleur Thanksgiving de ma mémoire. Ma mère était contrariée que je ne sois pas rentré. Elle a envoyé une série de SMS, allant de la culpabilisation au comportement passif-agressif, jusqu'à la franche blessure, « Je ne comprends tout simplement pas, pourquoi tu ne veux pas passer les fêtes avec ta famille. Connor et Paige sont là. Et ils demandaient de tes nouvelles. Ton père est très déçu. » J'ai répondu poliment, mais avec fermeté. J'ai expliqué que nous avions prévu autre chose cette année, et que nous pourrions peut-être nous voir vers Noël. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. À Noël, ce fut la même histoire. J'ai accepté de me rendre à Knoxville pour le jour de Noël, mais je les ai prévenus que Léa et moi dormirions à l'hôtel, et que nous ne resterions pas tout le week-end. Ma mère a réagi comme si je lui avais annoncé que nous passions Noël en prison. Mais nous y sommes allés, et ce fut exactement comme je l'avais imaginé. Connor a eu droit à un spectacle matinal de 45 minutes, rien que pour lui. Des montagnes de cadeaux, des anecdotes sur son travail. Mon père lui posant des questions détaillées sur ses projets pour la nouvelle année, et Paige et ma mère discutant de prénoms de bébé, alors que personne n'était encore enceinte. Et puis, il y avait moi. Assis sur le canapé avec Léa, observant tout cela de l'extérieur, comme je l'avais toujours fait. À la différence que, désormais, je ne faisais plus semblant que ça ne faisait pas mal. Je me contentais d'observer, de répertorier, et d'ajouter cela à la pile de preuves. Des preuves qui me confirmaient que j'avais pris la bonne décision, construire ma vie ailleurs, avec quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Nous sommes partis vers 14 heures, ce jour-là. Dans la voiture, Léa m'a regardé et m'a dit, « Tu n'es plus la même personne qu'il y a 1 an. » Elle avait raison. Je ne l'étais plus. J'étais devenu quelqu'un qui avait arrêté de mendier des miettes, à une table qui n'avait jamais été dressée pour lui. Et ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que la table que je m'étais construite, était sur le point de s'agrandir considérablement. Retour au dîner d'anniversaire, mon père a levé son verre, balayant la pièce du regard avec ce grand sourire chaleureux. Ce genre de sourire, que j'avais passé ma vie entière à essayer de mériter. Il a commencé à parler de Connor. Il a raconté le jour de notre naissance. Comment Connor était sorti le premier, hurlant à plein poumon, prêt à conquérir le monde. Il a parlé des premiers pas de Connor, de ses premiers mots, de son premier touchdown. Il a raconté une anecdote sur Connor, à 7 ans, tenant tête à un tyran dans la cour de récréation, et comment ce fut le moment où il a su que son fils deviendrait quelqu'un de spécial. Il a vanté la carrière sportive de Connor,
son éthique de travail, sa personnalité, et sa façon d'illuminer chaque pièce dans laquelle il entrait. Il a parlé de Paige, et s'est dit si fier que Connor ait trouvé une personne aussi merveilleuse. Il a évoqué le nouveau travail de Connor dans le marketing sportif, affirmant qu'il savait que Connor irait tout droit au sommet. Cela a duré près de 10 minutes. 10 minutes entières, pendant lesquelles mon père s'est tenu devant 30 personnes, pour ouvrir son cœur au sujet de mon frère. Les gens pleuraient. Ma mère se tamponnait les yeux avec une serviette. Paige avait la main sur le cœur. Connor était assis là, l'air humble et reconnaissant. Et moi, j'étais assis à 3 chaises de lui, regardant la scène se dérouler. Je sentais quelque chose se briser en moi. Quelque chose que je maintenais en un seul morceau, avec du scotch et beaucoup d'obstination, depuis 25 ans. Quand mon père a fini de parler de Connor, il a fait une pause. Il a pris une profonde inspiration, puis il a ajouté « Et joyeux anniversaire à toi aussi, Dustin ». Il a levé son verre. Autour de la table, quelques personnes ont marmonné « Joyeux anniversaire ». De cette façon gênée et obligatoire dont on le dit, quand quelqu'un vous rappelle qu'il y a une deuxième personne dans la pièce. Et puis, mon père s'est rassis. Tout le monde s'est remis à manger. C'était tout. 7 mots. Après 10 minutes de poésie sur mon frère, j'ai eu droit à 7 mots. Et à un verre levé vaguement dans ma direction, comme une arrière-pensée. Comme si j'étais un post-scriptum, au bas d'une lettre d'amour adressée à quelqu'un d'autre. Je suis resté assis là pendant environ 10 minutes, après ça. J'ai coupé mon steak. J'ai tripatouillé ma purée de pommes de terre, et j'ai pris une gorgée d'eau. Léa avait sa main sur mon genou, sous la table, et elle la serrait. Je sentais qu'elle me regardait, mais je ne pouvais pas croiser son regard. Je savais que, si je le faisais, j'allais m'effondrer. Je sentais ma gorge se serrer, et mes yeux commençaient à me brûler. Et je n'allais pas craquer. Pas ici. Pas devant 30 personnes, qui venaient de regarder mon père m'effacer de mon propre anniversaire. J'ai posé ma serviette, j'ai reculé ma chaise. Je me suis penché vers Léa, et j'ai chuchoté, il faut que je parte. Elle a immédiatement hoché la tête, attrapé son sac, et nous nous sommes levés ensemble. Au début, personne n'a rien remarqué. Nous étions à mi-chemin de la porte, quand ma tante nous a vus partir et m'a interpellé, Dustin, où allez-vous? Ils n'ont pas encore apporté le gâteau. J'ai simplement répondu, je ne me sens pas très bien. Dis au revoir à tout le monde pour moi. Et nous sommes sortis. Le trajet de retour vers l'hôtel a été silencieux, pendant environ 5 minutes. Puis, je me suis garé sur le parking d'une station-service. J'ai mis le contact sur la position au parking, et je suis resté assis là, les mains sur le volant, le regard fixé droit devant moi. Léa ne m'a pas brusqué. Elle a simplement attendu. Et puis, ça m'a frappé d'un seul coup, comme une vague. Toute cette vie passée à fuir, venait enfin de me rattraper. Je n'étais pas triste. J'étais furieux. Pas d'une fureur bruyante ou explosive. Une fureur silencieuse. Le genre qui naît dans votre estomac, et se propage dans tout votre corps comme de l'eau glacée. 25 ans à être l'autre. 25 ans à n'être qu'une note de bas de page, dans ma propre famille. 25 ans à regarder mes parents déverser chaque once d'amour, d'attention et de fierté sur Connor, pendant que je me tenais à 1 mètre de là, faisant semblant que ça n'avait pas d'importance. Et tout ça, pourquoi? Parce que j'aimais fabriquer des choses avec mes mains, au lieu de lancer un ballon? Parce que j'étais discret, au lieu d'être bruyant? Parce que je n'assurais pas assez le spectacle, pour justifier l'effort de me remarquer? Léa a fini par parler. Elle m'a dit, tu ne mérites pas ça. Tu n'as jamais mérité ça. Et je ne vais pas rester assise là, à te regarder faire semblant que tout va bien. J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas encore confiance à ma voix. Quand nous sommes retournés à l'hôtel, mon téléphone a commencé à exploser de notifications. Ma mère a été la première à écrire. Où es-tu allé? Ton père est contrarié. Tu nous as embarrassés devant tout le monde en partant si tôt. Connor s'inquiète pour toi. Remarquez bien la formulation. Mon père est contrarié. Je les ai embarrassés. Connor s'inquiète. Pas un seul mot, sur la raison pour laquelle j'aurais pu partir. Pas le moindre indice, laissant penser que quelqu'un dans cette pièce, avait la moindre idée de ce qui venait de se passer. Connor m'a écrit ensuite. Et, frérot.
Ça va? Maman m'a dit que tu étais parti. J'espère que tu te sens bien. C'est dommage que tu ne sois pas resté pour le gâteau, il était vraiment bon. Il n'était pas méchant. C'est ça le truc avec Connor. Ce n'est pas un méchant. Il n'est pas cruel. C'est juste qu'il a été le centre de l'univers avec tellement d'intensité, et pendant si longtemps, qu'il est incapable de voir le déséquilibre. C'est comme demander à un poisson de remarquer l'eau qui l'entoure. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, ce soir-là. Léa et moi nous sommes assis dans la chambre d'hôtel. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai déballé tout ça. J'en ai vraiment parlé. Pas la version édulcorée, que je me racontais depuis des années. Celle où j'étais la personne mature, qui n'a pas besoin de validation. Non, la vraie version. Celle où j'avais mal. Chaque événement manqué, chaque conversation à sens unique. Chaque fois que le regard de mon père se voilait d'ennui quand je parlais de mon travail, alors qu'il s'illuminait comme un feu d'artifice à la moindre phrase de Connor. J'ai raconté à Léa la fois où, à 16 ans, j'avais remporté la première place d'un concours d'ébénisterie régionale, et où mes parents avaient oublié de venir, car Connor avait un match d'entraînement ce jour-là. Un simple entraînement, même pas un vrai match. Je lui ai raconté le jour où j'avais surpris mon père, dire à mon oncle qu'il s'inquiétait pour moi, parce que je n'avais aucune véritable ambition. À ce moment précis, j'étais littéralement dans la pièce d'à côté, en train de poncer un meuble de commande, payé $400. À seulement 17 ans. Je lui ai dit comment ma mère m'avait un jour présenté à un collègue, comme étant le frère de Connor, plutôt que d'utiliser mon prénom. Léa a écouté tout ça. Et puis, elle a dit une chose qui a tout changé. Elle a murmuré, « Dustin, tu as passé ta vie entière à attendre qu'il te voie. Et s'il ne le faisait jamais? Que ferais-tu, alors? » Je n'avais pas de réponse ce soir-là. Mais la question est restée gravée en moi. Elle s'est enfouie dans mon cerveau, et s'y est installée pour réorganiser tout ce que je croyais savoir. Sur moi-même, sur ma famille, et sur ce que j'attendais réellement d'eux. Le lendemain matin, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai de nouveau laissé sonner. Puis, mon père a appelé. C'était inhabituel, car mon père ne m'appelait jamais. J'ai failli répondre par pur choc, mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé le téléphone sonner, jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale. Il a laissé un message. Je l'ai écouté plus tard. Il disait, « Dustin, ta mère me dit que tu es parti parce que tu ne te sentais pas bien. J'espère que ça va mieux. Appelle-nous quand tu auras un moment. Connor a envie d'aller bruncher, avant que vous ne repreniez la route. » C'était tout. Aucune prise de conscience, aucune excuse, et pas même une question sur ce qui s'était réellement passé. Léa et moi avons rendu notre chambre d'hôtel, et sommes rentrés à Asheville sans appeler personne. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable. J'ai ressenti quelque chose de nouveau. Quelque chose qui m'a fait un peu peur. Honnêtement, je me sentais libéré de tout ça. C'était terminé. Pas de manière dramatique, en coupant les ponts, et en pratiquant la politique de la terre brûlée. Terminé d'une manière paisible. La manière où vous arrêtez de tendre la main vers des gens, qui ne tendent jamais la leur en retour. La manière où vous acceptez enfin que le téléphone fonctionne dans les deux sens, qu'ils ont votre numéro, et qu'ils choisissent tout simplement de ne pas l'utiliser. La manière où vous arrêtez de vous rendre dans des endroits où vous êtes invisible, et où vous commencez à construire une vie avec des gens qui vous voient vraiment. C'est cette nuit-là que tout a changé. Et ce qui s'est passé au cours de l'année suivante, je ne pense pas qu'aucun d'eux l'ait vu venir. Honnêtement, moi non plus. Le truc avec le succès, c'est qu'il a un son bien à lui. Ce n'est pas un son bruyant. Ni un son de trompette, ni un feu d'artifice. Ça ressemble plutôt à un bourdonnement. Un bourdonnement constant, qui gagne en intensité. Il commence de manière si faible qu'on le remarque à peine, et puis, un jour, on réalise que les gens tournent la tête, parce qu'ils peuvent l'entendre eux aussi. Au printemps qui a suivi notre 25e anniversaire, l'entreprise Dustin Cole Woodworks bourdonnait. Claire, l'architecte d'intérieur qui m'avait confié ma première grosse commande, m'avait mis en contact avec un réseau de designers et d'architectes à travers les deux Carolines. Je recevais des appels de personnes que je n'avais jamais rencontrées, me demandant si j'étais disponible. Ils voulaient des devis pour des projets qui m'auraient donné le vertige 2 ans plus tôt.
Un couple à Savannah voulait une cuisine sur mesure complète. Une chaîne de boutiques voulait des meubles d'exposition faits main, pour 3 de ses succursales. Un type à Nashville, un producteur de musique qui avait plus d'argent que de bon sens, voulait que je lui fabrique un bureau de studio d'enregistrement. Du bois de grange récupéré, avec gestion des câbles intégrés. Rien que ce projet-là s'élevait à 22 000 $. L'équipe s'était agrandie, passant à 5 personnes. Bryce et Jade étaient devenus mes bras droit et gauche. J'avais embauché 2 autres artisans, un spécialiste des finitions nommé Adam, et une jeune apprentie du nom de Riley. Elle me rappelait qui j'étais à 18 ans. Calme, concentrée, et bien plus talentueuse qu'elle ne le réalisait. Nous travaillions dans un atelier de près de 3000 mètres carrés, pour lequel j'avais signé un véritable bail commercial. Et, pour la première fois de ma vie, je pensais à mon avenir en termes d'années, et plus de mois. Léa et moi avions également levé l'option d'achat de notre maison de location. Nous avons signé la vente en mars. Ce n'était pas un manoir. C'était une maison de style craftsman avec 3 chambres, un porche qui faisait le tour, et une vue sur les montagnes Blue Ridge qui vous serrait le cœur à chaque fois que vous la regardiez. Mais c'était à nous. Nos noms figuraient sur l'acte de propriété, et notre avenir se trouvait dans chacune de ces pièces. Je consultais toujours le docteur Reeves, une semaine sur 2. Pas parce que j'étais en crise, mais parce que le travail de compréhension de soi n'a pas de ligne d'arrivée. Il m'avait aidé à établir ce qu'il appelait des « frontières de clarté » avec ma famille. Pas des murs, pas des ultimatums. Juste des lignes claires et honnêtes, délimitant ce que j'étais prêt à accepter, et ce que je refusais. J'avais arrêté de courir après des conversations qui ne menaient nulle part. J'avais arrêté de faire comme si passer les fêtes avec eux était normal. J'avais commencé à répondre aux textos de ma mère à mon propre rythme, au lieu de tout laisser tomber pour répondre dans les 30 secondes, comme je le faisais avant. Et puis, il est arrivé une chose à laquelle aucun d'entre nous ne s'attendait. Connor a perdu son travail. L'agence de marketing sportif pour laquelle il travaillait, a procédé à une vague de licenciements en avril. Et Connor, bien qu'étant l'enfant prodige de toutes les pièces dans lesquelles il mettait les pieds, n'était apparemment pas immunisé contre les restructurations d'entreprise. Il m'a appelé pour m'en parler. Cela m'a surpris, car nous ne nous parlions presque plus. Il avait l'air secoué. Pas dévasté, mais frappé par cette confusion si particulière, qui survient quand le monde ne fonctionne plus comme on vous a toujours promis qu'il le ferait. Il m'a dit, « Je ne comprends pas, mec. J'ai fait tout ce qu'il fallait. » J'ai eu de la peine pour lui. Vraiment. Perdre un emploi, c'est effrayant. Et quels que soient mes sentiments complexes face au favoritisme de nos parents, je ne voulais pas que mon frère souffre. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai demandé si Paige et lui s'en sortaient financièrement, et je lui ai dit que s'il avait besoin de parler, j'étais là. Ce fut une bonne discussion, la première véritable conversation que nous avions eue depuis des mois. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Mon père m'a appelé, 2 jours plus tard. Greg Cole, l'homme qui m'avait adressé cette mot lors de ma propre fête d'anniversaire, m'a appelé un jeudi après-midi. J'ai failli ne pas répondre. Mais je l'ai fait, car honnêtement, j'étais curieux. Il a dit, « Dustin, ton frère traverse une période difficile. Je me demandais si tu n'aurais pas un peu de travail pour lui. Quelque chose pour l'occuper, le temps qu'il réfléchisse à la suite. Je veux que vous preniez une seconde, pour réaliser ce qui se passait. » Mon père. L'homme qui ne m'avait jamais posé une seule question pertinente sur mon entreprise, qui n'avait jamais mis les pieds dans mon atelier, et qui n'avait même jamais jeté un œil à mon site web. Il m'appelait aujourd'hui, pour me demander si je pouvais donner un emploi à son fils préféré. Et ça, dans cette même entreprise qu'il avait passé des années à dénigrer. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Puis, j'ai demandé, « Papa, qu'est-ce que fait mon entreprise, au juste ?» Un silence. Puis, il a répondu, « Tu construis des meubles, non ? Des tables, et ce genre de trucs. Des tables, et ce genre de trucs. » J'avais fait l'objet d'un article dans le magazine Southern Living 2 mois plus tôt. J'avais été interviewé pour un podcast sur les artisans américains modernes. Je venais de signer un contrat de 60 000 $, pour un projet de rénovation hôtelière. Et mon père pensait que je fabriquais, des tables, et ce genre de trucs. Je lui ai expliqué très calmement que mon atelier n'était pas vraiment adapté à quelqu'un n'ayant aucune expérience en menuiserie,
et que Connor ferait probablement mieux de se concentrer pour trouver quelque chose dans son domaine. Mon père s'est tu, puis a lâché, je pensais juste que, dans la famille, on s'entraidait. L'ironie était si épaisse, que j'aurais pu la tailler avec un ciseau à bois. Quelques semaines plus tard, ma mère m'a appelé avec une approche différente. Elle m'a dit que mon père et elle voulaient venir nous rendre visite à Asheville. Juste un petit voyage le temps d'un week-end, pour voir la maison, voir l'atelier, et passer du temps ensemble. Elle l'a dit avec cette voix enjouée et joyeuse, celle qu'elle utilisait quand elle voulait donner l'impression que quelque chose était spontané, alors que ce n'était absolument pas le cas. J'en ai parlé à Léa, le soir même. Léa m'a dit, c'est à toi de décider. Mais s'ils viennent, ils entrent dans ton monde maintenant, et non l'inverse. J'ai dit à ma mère qu'ils pouvaient venir un samedi. Une seule journée. Un déjeuner, la visite de l'atelier, et peut-être un dîner si les choses se passaient bien. Elle a accepté, et j'ai pu entendre le soulagement dans sa voix, comme si elle s'était attendue à ce que je refuse. Le samedi de leur visite a eu lieu fin mai. Presque un an jour pour jour après le dîner d'anniversaire. Mes parents ont fait la route depuis Knoxville, et Connor et Paige sont venus aussi. Je ne m'y attendais pas, mais je n'étais pas surpris pour autant. Nous nous sommes d'abord retrouvés à la maison. Ma mère a franchi la porte d'entrée, et a balayé du regard le salon, rempli des meubles que j'avais fabriqués. Les étagères, la table basse, l'ensemble de salle à manger sur lequel Léa et moi mangions tous les soirs. Elle s'est exclamée, « Oh, c'est charmant !» Elle l'a dit de la même manière qu'on complimenterait le jardin d'un inconnu. De façon polie, détachée, comme si elle visitait une maison témoin, et non la maison dont son fils était propriétaire. Mon père a parcouru les pièces sans dire grand-chose, se contentant de hocher la tête, et regardant autour de lui avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Connor, à son crédit, a semblé sincèrement impressionné. Il n'arrêtait pas de toucher les meubles en disant « Attends, c'est toi qui as construit ça ? Sérieux, c'est dingue. » Paige, de son côté, posait des questions à Léa sur la cuisine et le porche, se montrant parfaitement adorable. Parce que Paige a toujours été le genre de personne qui prête une vraie attention à son interlocuteur. Ensuite, nous sommes allés à l'atelier. C'était la partie que j'attendais avec impatience, tout en l'appréhendant. Mon atelier, c'était mon royaume. L'endroit où j'étais le plus moi-même. L'endroit où vivait tout ce que j'avais accompli, et tout ce que j'étais en train de construire. Faire visiter cet endroit à ma famille, c'était comme ouvrir une porte, que j'avais gardée verrouillée pour une bonne raison. Bryce et Jade étaient là, en train de peaufiner le projet du bureau pour Nashville. Je les ai présentés à ma famille. Je leur ai montré la réserve de bois, le mur à outils, la salle des finitions, et les pièces en cours de réalisation. Je leur ai montré le mur de conception, où j'épinglais mes croquis et mes plans. Je leur ai montré les articles de magazines encadrés, et le mur de photos de nos projets terminés. Mon père s'est tenu au milieu de l'atelier, regardant autour de lui. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu dans ses yeux la chose dont j'avais été affamé depuis mon enfance. Il avait l'air démasqué. Pas encore fier, pas encore prêt à le formuler. Mais il était pris au piège. Comme s'il se tenait au milieu de preuves impossibles à ignorer, et qu'il ne savait pas quoi en faire. Il n'a rien dit de profond. Il a simplement murmuré, « C'est une vraie usine, que tu as montée là. » C'était tout. Mais sa façon de le dire, d'une voix basse, presque pour lui-même, m'a prouvé que le message était passé. Quelque chose avait fini, après 25 ans, par pénétrer sa carapace. Et c'est ce qui s'est passé ensuite, au dîner ce soir-là, qui a fait voler tout l'édifice en éclats. Nous sommes allés dans un restaurant du centre-ville d'Asheville, que Léa et moi adorions. Un petit endroit, avec de la bonne nourriture et un éclairage chaleureux. Le genre de lieu où l'on peut avoir une vraie conversation, sans devoir crier par-dessus le bruit de fond. Je l'avais choisi délibérément. Si ce dîner devait prendre la tournure que je présageais, je voulais que ce soit sur mon territoire. Dans ma ville, et à ma table. Pendant la première heure, tout s'est bien passé. Des banalités. Ma mère a parlé de son jardin. Paige a parlé d'un cours de cuisine qu'elle suivait. Connor était plus silencieux que d'habitude, ce que j'ai remarqué. Il n'arrêtait pas de me regarder avec une expression que je n'arrivais pas à cerner. Comme s'il me voyait pour la première fois, et qu'il ne savait pas comment réagir. Le basculement s'est produit au moment du dessert. Ma mère,
que Dieu bénisse son cœur si prévisible, a commencé à parler de la recherche d'emploi de Connor. Elle s'est étendue sur l'injustice de son licenciement, sur le talent de Connor, et sur la chance qu'aurait n'importe quelle entreprise de l'embaucher. La procédure habituelle, en somme. Et puis, elle m'a regardé et a lancé, « Dustin, es-tu sûr qu'il n'y a pas quelque chose que Connor pourrait faire dans ton petit atelier? Même à temps partiel? Ça compterait tellement, pour ton père et moi. » Mon petit atelier. On y revenait. Cette minimisation désinvolte, et cette présomption selon laquelle, tout ce que j'avais bâti, était assez insignifiant pour n'être qu'une usine à faveur, destinée à la seule personne dont il se souciait réellement. J'ai posé ma fourchette. Léa a posé sa main sur mon genou, et j'ai dit très calmement, « Maman, il faut que je te pose une question. Et j'ai besoin que tu y réfléchisses sérieusement avant de répondre. Sais-tu quel a été le chiffre d'affaires annuel de mon entreprise, l'année dernière ?» Elle a cligné des yeux. Mon père a levé le nez de son assiette. Connor et Paige se sont figés, car ce chiffre dépassait les 380 000 $. J'ai poursuivi. J'ai 5 employés. J'ai des contrats avec des designers et des hôtels à travers 4 États. J'ai eu un article dans Southern Living. Je viens de signer un accord pour meubler un hôtel-boutique à Charleston. Ce n'est pas un petit atelier. C'est ma carrière. C'est l'œuvre de ma vie. Et le fait que tu ignores tout cela m'indique tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'attention que vous m'avez portée. La table a plongé dans un silence de mort. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Mon père me fixait, comme si je venais de m'exprimer dans une langue qu'il ne me connaissait pas. Je n'avais pas terminé. Je veux vous demander autre chose. Vous vous souvenez du dîner de mon 25e anniversaire? Mon père a remué sur sa chaise. Tu t'es levé devant 30 personnes, et tu as parlé de Connor pendant 10 minutes. Sa carrière de footballeur, son travail, sa personnalité, son avenir. Et puis, tu m'as regardé, et tu as dit, « Et joyeux anniversaire à toi aussi, Dustin. » 7 mots. Je les ai comptés. Ensuite, tu t'es rassis. Et tout le monde s'est remis à manger, comme si je n'étais même pas là. Ma mère a murmuré, « Dustin, ça ne s'est pas passé comme ça. » Mais elle l'a dit faiblement, comme si elle essayait de se convaincre elle-même, plutôt que moi. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je rétorqué. Et ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois où je n'ai plus pu faire semblant de ne pas y prêter attention. Papa, tu n'es jamais venu à une seule de mes expositions de menuiserie à l'école. Tu as oublié mon concours régional. Parce que Connor avait un entraînement. Tu n'avais jamais visité mon atelier avant aujourd'hui, et tu ne m'as jamais posé la moindre question sur mon entreprise. Et toi, maman? Tu m'as déjà présenté à tes propres amis comme étant le frère de Connor. Chaque fois que j'essayais de te parler de ma vie, tu as redirigé la conversation vers lui en moins de 30 secondes. Vous comprenez ce que ça fait à un être humain, de subir ça pendant 25 ans? Les yeux de ma mère s'emplissaient de larmes. Mon père fixait la table. Connor me regardait, la bouche légèrement entr'ouverte. Ce fut Connor qui prit la parole en premier, et ce qu'il a dit m'a sincèrement surpris. Il a déclaré, « Il a raison. » Tout le monde s'est tourné vers lui. Il a posé ses mains à plat sur la table et a continué, « Maman, papa, il a raison. Je l'ai vu. Je l'ai toujours vu. Je ne savais juste pas comment réagir, car c'était moi qui en tirais profit. Chaque dîner, chaque fête de famille. Chaque conversation. Tout tourne toujours autour de moi. Et j'ai laissé faire, parce que c'était agréable. Mais c'était mal. J'aurais dû dire quelque chose il y a très longtemps. Paige a tendu le bras, et a posé sa main sur celui de Connor. Ma mère pleurait à présent. Mon père n'avait toujours pas prononcé un mot. J'ai regardé mon père. J'ai besoin de t'entendre, ai-je dit. Pas maman, pas Connor. Toi. Parce que c'est toi qui t'es levé à ce dîner. C'est toi qui as déclaré devant une salle entière à quel point je comptais pour toi. Ce qui équivaut, apparemment, à une valeur d'environ 7 mots. Mon père est resté silencieux pendant un long moment. Assez longtemps, pour que je commence à me demander s'il allait finir par dire quelque chose. Et puis, il s'est raclé la gorge, et a lâché, je ne savais pas comment être fier, d'une chose que je ne comprenais pas. Il a poursuivi,
Connor a accompli des choses que je savais célébrer. Le sport, la compétition. Des choses avec lesquelles j'ai grandi. Toi, tu as fait des choses qui m'échappaient. Le bois, la construction, l'aspect artistique. Je ne savais pas comment en parler. Alors je ne le faisais tout simplement pas. Et, à un moment donné, ne pas en parler s'est transformé en ne pas le voir. Je n'en suis pas fier. Tu méritais un père qui fasse plus d'efforts. Il m'a regardé. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai lu un regret sincère dans les yeux de mon père. Pas des remords théâtraux. Mais ce genre de regret qui s'installe dans la poitrine, et qui empêche de respirer correctement. Je ne vais pas prétendre que ça a tout réparé. Ce n'est pas le cas. On ne résout pas 25 ans d'invisibilité, au cours d'un seul dîner à Asheville. Mais c'était un début. C'était la toute première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait les faits. Sans les minimiser, sans s'esquiver, et sans ramener le sujet à quelqu'un d'autre. Ma mère s'est également excusée, en pleurant. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle ne s'en était pas rendue compte. Je ne la crois pas tout à fait. Mais je pense qu'elle n'avait pas réalisé à quel point la situation était grave. Il y a une différence entre savoir que l'on préfère un enfant, et mesurer les dégâts que cela cause. Elle commençait enfin à le comprendre, et c'était déjà ça. Connor et moi avons eu une discussion à part, le lendemain matin, avant qu'ils ne reprennent tous la route pour Knoxville. Nous nous sommes assis sur mon porche avec un café, et il m'a dit, « Je te dois bien plus que des excuses. Je te dois des années, à être un meilleur frère. » Je lui ai répondu que je ne cherchais pas à créer une dette, je cherchais un changement. Il a hoché la tête, et m'a promis, « Alors, c'est ce que tu obtiendras. » Voici où nous en sommes aujourd'hui. Il s'est écoulé environ 6 mois depuis ce dîner. Les choses ont changé. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont différentes. D'une manière qui compte vraiment. Mon père m'appelle toutes les 2 semaines. Ce ne sont pas de longues conversations, il n'est pas devenu soudainement bavard. Mais il me pose des questions sur mon entreprise, il me demande ce que je suis en train de construire. Le mois dernier, il m'a demandé de lui expliquer le concept des assemblages à queue d'aronde. J'ai passé 20 minutes au téléphone à tout lui détailler, pendant qu'il répondait « Ah, ça c'est quelque chose ». Et autres expressions de père de famille, qui me prouvaient qu'il écoutait vraiment. Il m'a envoyé un texto après que j'ai posté la photo d'un projet achevé. Il a écrit « C'est du beau travail, fiston ». 5 mots, mais les 5 bons mots. Ma mère fait des efforts. Elle n'y arrive pas encore parfaitement, mais elle essaie. Elle a envoyé une carte d'anniversaire à Léa. À l'intérieur, un petit mot manuscrit disait « Merci d'aimer mon fils comme il le mérite ». Léa a pleuré, et j'ai failli en faire autant. Connor a trouvé un nouveau travail. Un bon poste, dans une entreprise de médias sportifs à Atlanta. Paige et lui ont déménagé là-bas. Et il fait un véritable effort pour m'appeler en dehors du cadre familial, juste pour discuter, juste pour me demander comment je vais. Il est revenu visiter l'atelier seul, il y a 1 mois. Il a passé la moitié de la journée à nous regarder travailler. Au moment de partir, il m'a dit « Je suis fier de toi, mon grand. J'aurais dû te dire ça il y a des années. » Quant à moi, Dustin Cole Woodworks vient de signer son premier contrat à 6 chiffres. Un complexe hôtelier, dans les Smoky Mountains, veut des meubles sur mesure pour l'ensemble de son hall d'accueil et de son restaurant. Léa et moi allons nous marier en octobre. La cérémonie aura lieu sur notre porche, avec les montagnes en toile de fond. Et, dans le jardin, se tiendront les personnes qui ont été réellement présentes pour nous. Je ne vais pas me tenir devant vous, et affirmer que j'ai tout pardonné. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. Ça ressemble plutôt au ponçage d'un morceau de bois rugueux. On passe dessus encore et encore, et, lentement avec le temps, il devient plus lisse. Il y a encore des jours où un détail ravive un souvenir, et où je ressens cette vieille douleur familière. Celle du petit garçon assis à table, qui se demande pourquoi personne ne le voit. Mais ces jours-là se font de plus en plus rares. Et la vie que je me suis construite. Celle que j'ai bâtie sans leur aide, sans leur approbation, et sans leur attention. Est la chose la plus honnête que je n'ai jamais créée. Mon père m'a offert cette mot pour mon anniversaire. Mais moi, je me suis offert tout le reste. Une entreprise qui porte mon nom. Une femme qui me remarque, même quand je suis silencieux. Une maison avec un porche et une belle vue,
et des meubles que j'ai fabriqués de mes propres mains. Alors, si vous êtes là et que vous lisez ceci. Si vous êtes l'autre jumeau, l'autre membre de la fratrie, cet autre enfant qui a toujours été oublié. Laissez-moi vous dire une chose. Les personnes qui ne vous voient pas, ne détiennent aucune autorité pour juger de votre valeur. Construisez votre propre table. Dressez vos propres couverts. Et, quand vous vous assiérez pour manger, regardez autour de vous. Admirez les personnes qui ont choisi d'être là. Je m'appelle Dustin. Je construis des choses. Et la plus belle chose que je n'ai jamais construite, c'est une vie qui est enfin, et totalement, la mienne.